Chers amis téléspectateurs, à vous qui nous suivez dans notre émission sociopolitique, le peuple d'abord. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un élu de la ville de Savigny-le-Temple qui fait partie du Grand Paris Sud, Monsieur Hervé Kitebasimo. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, en grande forme. Alors aujourd'hui, effectivement, dans notre émission sociopolitique Le Peuple d'abord, nous avons choisi de nous exprimer avec vous sur différents sujets sociopolitiques. Alors dans un premier temps, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vous demande de bien vouloir vous présenter. Alors je suis Hervé Kitebasimo, donc originaire du Congo et né à Kinshasa. Et je suis élu dans la ville de Savigny-le-Temple et élu de l'agglomération également de Grand Paris Sud, élu d'opposition, ce qui donne effectivement une posture très particulière, avec une vue très large sur les affaires des collectivités dans lesquelles nous sommes impliqués. Et ma foi, très très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir partagé. Alors effectivement, vous êtes affecté au niveau de votre casquette d'élu à différents domaines tels que la finance, le budget, la solidarité, la jeunesse et l'administration générale. Comment arrivez-vous à concilier ces différentes casquettes au sein de votre mandat? Écoutez, c'est très simple, c'est déjà une question de passion. Quand on aime sa ville, on aime les habitants, on compte pas ses heures. Quand on a envie d'apporter une vision, une expertise également sur le sujet, on contribue, même si on est dans l'opposition. Ce qu'on regarde en premier, c'est avant tout l'intérêt collectif, l'intérêt général de nos concitoyens. Donc on gère, quelquefois c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il y a des réunions qui se cumulent, mais on le gère également. Vous avez juste oublié de dire que je siège également dans des commissions de développement économique, notamment de l'agglomération de Grand Paris Sud, ce qui permet de voir également ce qui se passe dans d'autres villes qui sont limitrophes, qui font partie de l'agglomération, de faire un comparatif, de voir les bonnes pratiques qui sont réalisées dans d'autres collectivités, de pouvoir les proposer également au sein de ma propre collectivité, de ma propre ville, et puis de regarder aussi les projets qui ont échoué, de comprendre pourquoi ils ont échoué et de quelle façon on peut améliorer les choses, évidemment. Donc ça se gère avec beaucoup de passion, beaucoup de patience et beaucoup d'allant. Et puis en fait, avec ces différents comparatifs, ça vous permet de développer un œil d'expertise également. Exactement, nous sommes obligés à la force, enfin le gros intérêt également quand on est dans l'opposition, c'est qu'on est obligé de brasser tout le panel dans lequel nous sommes. En me concernant, étant le chef de file de l'opposition, la personne qui est juste en face de moi est le maire de la ville. Donc je dois être à la hauteur du maire de la ville. C'est une ville de presque 35 000 habitants, l'agglomération a plus de 350 000 habitants. Savigny, c'est un budget de fonctionnement de presque 50 millions d'euros, donc il faut être présent, et 50 millions de fonctionnement et 10 millions d'investissement. Donc il faut être présent quand même au niveau de tous ces dossiers, de les comprendre, de les maîtriser, et puis d'apporter aussi un regard différent, de faire des propositions différentes. Donc on développe une bonne expertise de terrain, c'est une très très bonne école de la vie, une bonne école au service des populations. Alors si vous le permettez, on va essayer de rentrer un petit peu en profondeur concernant la ville de Savigny-le-Temple. Alors le peuple d'abord à Savigny-le-Temple, comment se porte cette ville aujourd'hui en 2019? Je dirais la ville se porte assez bien. Malheureusement, je ne suis pas satisfait du résultat aujourd'hui obtenu par la majorité municipale qui est en place. L'offre politique, il faut voir, ça fait presque 40 ans que la même majorité siège à Savigny. Il est temps effectivement de voir autre chose, de passer à une autre étape. Ils ont fait un travail qui était peut-être intéressant en termes de croissance de la ville. Aujourd'hui, nous devons passer sur une autre vitesse, celle de la modernisation des équipements, celle d'apport, ce qu'on appelle une ville connectée, une smart city notamment. La population est très exigeante, accroître également la sécurité de la ville, la propreté de la ville, et rechercher des sources d'économie également. Un gros point d'insatisfaction, c'est par exemple le développement économique et de l'emploi dans la ville qui pêche énormément.
C'est une des villes les plus jeunes de Seine-et-Marne. Donc voilà, il y a sujet encore à travailler, à faire une véritable offre politique en termes de développement de la ville. Et alors, quelles sont justement les stratégies que vous souhaitez mettre en place, alors sans pour autant rentrer trop en profondeur, mais de façon d'un premier regard, parce que effectivement, vous avez bien dit que cette ville est d'autant plus jeune. L'idée, ce serait peut-être que la jeunesse ne s'en aille pas sur des communes autres pour aller chercher de quoi subvenir à leurs besoins personnels. Exact, ouais, tout à fait. Mais c'est une vraie préoccupation, ça. C'est vraiment un sujet qui est très central dans ma réflexion sur l'offre politique que je dois apporter. Vous avez raison, il faut faire en sorte que l'offre d'emploi, de proximité, soit une offre attrayante par rapport aux populations qui sont là, qui sont très jeunes, qui sont très connectées. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des poches dans Savigny qui sont très difficilement connectables. Donc il faut réfléchir de façon vaste, globale, avec une hauteur de vue, intéresser les investisseurs extérieurs pour qu'ils puissent venir. J'ai un comparatif quand même en termes de développement économique. On voit la ville juste limitrophe à Savigny, c'est Lieusaint, qui connaît un développement économique extraordinaire parce que le pouvoir politique locale s'est clairement investi dans ce sens-là. Savigny, la majorité municipale a fait un choix qui est différent, c'est de faire de Savigny une ville dortoir, donc de ne pas privilégier le développement économique de proximité. Et ça, c'est... alors, voilà. Quels sont les axes de développement prioritaires actuels à Savigny-le-Temple? Parce qu'effectivement, au niveau culturel, c'est très vivant. Au niveau... C'est vivant jusqu'à une certaine hauteur quand même, parce que là aussi, nous avons beaucoup de choses à dire. Il y a un équipement qui existe, qui est là, qui est local, l'espace Prévert. Il y a une offre culturelle qui existe, mais qui n'est pas suffisante et qui n'est pas suffisamment diversifiée au prétexte qu'il y a d'autres équipements dans les villes limitrophes. Donc là aussi, je trouve que nous n'allons pas suffisamment loin, sachant qu'il y a beaucoup d'artistes, de créatifs, notamment à Savigny, que ce soit dans l'image, dans la photographie, dans la musique, mais également dans d'autres disciplines, comme la sculpture, par exemple, aussi. Donc on ne peut pas uniquement réserver cela à la ruralité, ou enfin plutôt à l'art urbain, plutôt, mais également couvrir un certain nombre de champs culturels. Sur Savigny, sans entrer dans le détail non plus, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quand même aussi une compétition politique, et que vous permettrez, comme la majorité municipale... non, mais la majorité municipale, nous leur offrons régulièrement lors du débat d'orientation budgétaire des axes prioritaires. Moi, j'avais insisté quand même sur un certain nombre, 3 axes prioritaires, qui sont la sécurité pour les habitants et leurs biens, l'axe solidarité également, une solidarité active, mais également un environnement qui soit convivial. L'environnement compte énormément aussi. Excusez-moi de vous interrompre. La solidarité, comment vous la décrivez à Savigny-le-Temple? Aujourd'hui, on est encore sur le modèle de l'assistanat. C'est-à-dire que les populations qui ont besoin d'être soutenues, les personnes qui ont besoin d'être soutenues, sont des personnes qui sont dans des emplois précaires, la plupart du temps, c'est-à-dire des gens qui vont faire de ménage, quelques heures par-ci, ou peut-être travailler dans quelques structures municipales, quelques heures par-là, et donc n'ont pas une stabilité économique claire. Or, la politique qui est aujourd'hui déployée dans la ville par la majorité est une politique qui ne permet pas aux habitants qui sont dans ces situations de précarité de pouvoir s'épanouir économiquement et d'être totalement indépendants économiquement aussi. Donc là, vraiment, nous voulons passer sur une toute autre étape, c'est-à-dire de la solidarité active, ne pas passer de l'assistanat, où à chaque fois que l'on a besoin, effectivement, on sort le portefeuille et on distribue, mais plutôt inclure les personnes qui sont en difficulté dans le dispositif économique de la ville, en les valorisant, parce que ce sont des personnes qui ont également des belles choses à partager également. C'est ce que moi j'appelle la solidarité active. On donne, on prend, on donne, on contribue. C'est l'échange et valoriser le partenariat et non pas uniquement isoler les personnes, isoler les familles, isoler les individus et rester uniquement sur la distribution d'un chèque. Donc ça ne peut plus avoir ce sens-là. Il y a un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, et j'ai eu beaucoup d'adversité aussi à ce niveau-là. C'est simplement remettre des choses qui sont fondamentales et très simples. La notion d'économie familiale, par exemple, j'ai été le seul en Seine-et-Marne, et ça a été repris par après, notamment par un organisme dont l'Union départementale des associations familiales, de redonner un peu le sens de l'économie familiale, du budget familial, comment gérer un budget dans une société
où on est très sollicité de partout. Tout à fait. Voilà. Au niveau de la consommation. Au niveau de la consommation, voilà. Et ça, c'est un terme voilà, sur lequel il faut vraiment qu'on se penche, qu'on réfléchisse. On peut avoir une très belle qualité de vie en ayant une consommation qui est raisonnée, qui est réfléchie et qui... ou qui est réinvestie, tout simplement. Qui est réinvestie. Très bien. Vous parlez justement de réinvestissement. Peut-être faudrait-il penser également à ce qu'on appelle une économie circulaire. En d'autres termes, ce qui sort de la ville ne rentre pas dans la ville à nouveau. Donc on ne crée pas de richesse au sein de la ville. On ne crée pas un circuit économique dynamique au sein de la ville. Et ça crée vraiment ce qu'on appelle des distorsions au niveau de l'épanouissement des individus. Le modèle qui est appliqué aujourd'hui, c'est un modèle qui était valable peut-être il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans un tout autre modèle. Il faut repenser cela. Il est nécessaire de l'adapter, en fait. Il est nécessaire de l'adapter, de le faire évoluer. Très bien. Alors, le peuple d'abord, en tant que personne de la diaspora congolaise maintenant, puisqu'on vous sait de quelle province vous êtes originaire? Alors, moi, je suis né à Kinshasa et mon père était originaire du Bas-Congo. Très bien. Ouais. Donc, effectivement, le tremplin peut effectivement se faire pour vous demander votre regard sociopolitique sur la condition de la République démocratique actuelle. Donc, en l'occurrence, différents faits d'actualité. D'accord. On pense peut-être au retour de M. Katumbi, qui est resté 3 ans en dehors du pays, donc il est retourné récemment. Que pensez-vous de cela? Moi, je dirais, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où il y a une expression politique, un combat politique, et le combat politique n'a pas été tendre, il a été vif, il a été même virulent. Pendant 2-3 ans, beaucoup de la diaspora et surtout ceux qui étaient au pays craignaient qu'il y ait une guerre civile. Elle n'a pas eu lieu, tant mieux, c'est bien. Il y a une décision qui a été prise, elle est ce qu'elle est. Certains, il y a un camp qui va admettre une victoire, l'autre va la contester. Les choses sont là, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment passer sur une étape de reconstruction complète du pays. Et reconstruire le pays demande à ce que tous les acteurs soient là. Ceux qui sont avec, ceux qui sont contre, mais que tous puissent se retrouver pour justement faire vivre un peu ce qu'on appelle l'intelligence collective. Tout à fait. Alors effectivement, je rebondis dessus en disant qu'effectivement, je cite les mots du président actuel, M. Félix Tshisekedi, il a demandé à ce qu'il y ait une réconciliation nationale. Oui. Alors effectivement, le point commun que vous avez avec lui, c'est que que lui et vous êtes élus de l'opposition. Oui. L'investiture toute récente de ce chef d'État d'opposition, première fois dans l'histoire de la RDC que l'opposition passe au pouvoir, c'est quelque chose quand même... c'est un signal qui est très fort et qui est très intéressant. Et c'est là où je salue quand même l'intelligence politique. Alors, c'est vrai, on ne va pas refaire le film des élections, mais néanmoins, en termes d'image de la RDC, moi je suis très attaché aussi au signal que l'on peut donner. En termes d'image de la RDC à l'étranger, c'est une page d'histoire qui est en train de s'écrire. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais peu importe. Mais au moins, il y a un chemin, et ce chemin-là, mais il faut l'emprunter, il faut le construire, il faut le travailler. Ce n'est pas évident. Être dans l'opposition est un exercice très difficile. Moi, modestement, dans mon action en tant qu'élu, je suis dans l'opposition, mais j'ai accès à un certain nombre d'informations, j'ai accès à un certain nombre de documents, j'ai de quoi travailler, mais à l'échelle de la gouvernance d'un État, on est dans une toute autre échelle. Donc c'est extrêmement compliqué et complexe. Aujourd'hui, même l'entourage du président Tshisekedi doit pouvoir se professionnaliser aussi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Même lui-même, je pense qu'il doit le reconnaître lui-même, est en phase aussi d'apprentissage de cette nouvelle posture de président, et je pense qu'il faut être patient d'une part, encourager également des initiatives, et puis reconnaître qu'il peut y avoir des erreurs. Voilà, oui, il peut y avoir des erreurs, et ces erreurs-là, on les reconnaît, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, personne n'a appris à courir un 100 mètres sans être tombé une seule fois. Donc on apprend aussi de ses erreurs, on se bonifie, on s'aguerrit et on monte en compétences. Tout à fait. Alors justement, par rapport à ces compétences, parlons-en. Le président a mis en place un programme de 100 jours où justement il allait mettre en place différents travaux, en tout cas pour pousser vers le haut cette République démocratique qui a eu pas mal de blessures, même sur le terrain, ça se voit. Dans votre domaine de compétences professionnelles, vous travaillez dans le digital, le numérique. Voilà.
Et on sait ô combien ce pays a été meurtri à cause de ce qui constitue l'essence même de la matière première, en tout cas numérique. Alors, pensez-vous que dans cet avènement de la reconstruction de la RDC, le digital est une source indispensable? Absolument, absolument. Alors, juste avant cela, il y a un prérequis, c'est-à-dire, il est indispensable de renforcer les institutions. D'accord ? Pour qu'un pays fonctionne, il faut vraiment redonner du pouvoir et de la solidité, des process bien construits, des personnes en capacité de conduire et de renforcer les différentes institutions. Donc ça fait partie du chantier qui est indispensable, c'est un prérequis. Et ensuite, il y a deux sujets. Si le sujet est vraiment la relance économique et qui est indispensable à la RDC, il y a deux sujets qui sont majeurs et incontournables. Le premier sujet, c'est de permettre aux hommes et femmes de circuler ainsi qu'aux marchandises. Donc, à mon sens, il faut vraiment développer un plan de déploiement du ferroviaire sur l'ensemble de la RDC. Et aujourd'hui, je fais partie d'un think tank, de la diaspora, le think tank Elikia, en l'occurrence, et nous avons fait un certain nombre de travaux. Le numérique est indispensable, je reviendrai rapidement sur ces travaux dans quelques secondes. Le numérique aussi, c'est une formidable opportunité pour la RDC, pour pallier un certain nombre de manques technologiques aujourd'hui, parce que nous avons des compétences, nous avons des gens qui sont aussi bien en RDC que dans la diaspora. Il y a quelques jours, là, samedi dernier, j'étais au salon Vivatech, le grand rendez-vous européen de la technologie. Et j'étais ravi, mais très heureux de voir, qu'il y avait un stand de la RDC. Ok, il était ce qu'il était. Deux, il y avait aussi beaucoup de start-up africaines. Et j'observais un peu ces jeunes geeks qui étaient là, africains, avec des moyens pas comparables de leurs homologues européens, mais néanmoins ils avaient la tête haute, levée, ils n'avaient pas honte. Ils étaient fiers d'être là, de représenter leur pays, leur inventivité. J'ai rencontré des Ougandais, j'ai rencontré des Rwandais, j'ai rencontré des Tunisiens, j'ai rencontré des Algériens, des Marocains, j'ai rencontré des Sénégalais, des Congolais. Des Camerounais également, enfin bref, vraiment un brassage extraordinaire et des gens qui sont passionnés. Donc pour eux, les histoires politiques, machin, c'était pas leur intérêt. Et tout ça pour offrir des services à la population. Voilà. Et derrière cela, on arrive à développer vraiment des richesses. Moi, j'ai des créneaux qui sont extrêmement importants, qui permettent de générer de l'activité sur place en RDC. Mais en partenariat ou même avoir des clients ici. Prenons par exemple le cas du développement des applications. Aujourd'hui, moi je suis navré, mais je ne peux pas accepter que la France ou les grandes entreprises françaises commandent le développement de leurs applications à des Indiens ou à des Chinois ou autres, alors que nous sommes dans l'espace francophone et que nous avons des compétences locales peut-être à renforcer. Et moi je suis prêt à m'engager pour aller aider à renforcer justement les compétences au niveau du développement du numérique et de renforcer les compétences en termes de développement d'applications. Nous avons des relais, les réseaux qui peuvent le faire. Et là, du coup, on crée vraiment de l'activité locale, avec de la qualité, et tout ça grâce au numérique. Tout ce qui va être administration. Aujourd'hui, quand je dis, il faut renforcer par exemple le pôle des institutions. Le fait d'injecter, dès le départ, en prenant une décision, en disant « Ok, très bien, nous avons tel écart par exemple par rapport aux standards internationaux, comment on peut les combler grâce à la révolution digitale ?» On met le paquet sur le digital. On forme des personnes sur le digital, on forme les collaborateurs, les fonctionnaires territoriaux par exemple sur le digital, on augmente les usages des digitaux, on favorise la création des start-up locales qui vont répondre aux besoins locaux. Bref, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. On utilise souvent Orange Money. Vous savez d'où vient Orange Money ? Les gens ne le savent pas. Alors allez-y. Alors que beaucoup de gens s'imaginent en fait que Orange Money, c'est une création d'Orange en France. Mais c'est pas vrai. Ce sont des collaborateurs congolais d'Orange au Congo qui ont développé la première application là-dessus. Ah, oui. Et du coup, Orange s'est rendu compte effectivement qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire là-dessus et qu'il y avait un besoin et qu'il fallait apporter une réponse. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est piloté par ce grand groupe de télécommunications qui est prêt aussi à continuer à investir, à accompagner. Moi, je vois le travail extraordinaire que fait ce groupe, par exemple, au Sénégal. J'ai rencontré le samedi des jeunes Sénégalaises qui étaient dans la robotique.
des jeunes Sénégalaises qui étaient dans la robotique. Oui, on a vu aussi pour les feux tricolores, en tout cas en RDC, que c'est une femme ingénieure qui a mis cela en place également. Et même aller bien au-delà de cela, et qui vont produire, par exemple, des robots qui vont trier les ordures ménagères, des choses comme ça. Donc, la matière grise, on l'a. La créativité aussi. On l'a. Les moyens, on peut les avoir, on les a. Alors, justement, par rapport à ces moyens, j'ai envie de rebondir sur ça avec, justement, M. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, qui a fait, après 7 ans, son premier déplacement donc, en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut espérer en ça un espoir, en tout cas, de cette ouverture de la RDC vers l'extérieur, en tout cas vers les pays qui ont un certain pouvoir économique, parce qu'on a vu aussi le déplacement du président aux États-Unis. Est-ce qu'on peut espérer que justement que ce déploiement économique peut se faire justement par cette ouverture et ces différentes collaborations, en tout cas? Absolument. Moi, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que on est vraiment dans un rapport de partenariat. On n'est plus dans un rapport d'entraide ou autre. La France sait qu'il y a de belles compétences en Afrique francophone. Même si la francophonie n'est pas la priorité du gouvernement actuel en France, il n'en est pas moins que la francophonie est une réalité. Donc, comme cette réalité, elle est là, que les compétences sont là, quand moi je vois le ministre des Affaires étrangères françaises s'intéresser à nouveau à la RDC, pour moi c'est un signal. C'est un signal d'ouverture, un signal d'espoir. Et de dire qu'on a un chemin sur lequel on peut s'engager en confiance, en apprenant à nouveau à travailler ensemble, en apprenant à nouveau à se concentrer sur des projets réalistes, pragmatiques. On a le domaine de la santé à couvrir, on a le domaine du ferroviaire, comme je l'ai dit, c'est une priorité majeure, et ça j'insiste encore une fois là-dessus. Et vraiment, s'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on se penche, c'est bien ce sujet-là du déploiement du ferroviaire. Et là, nous avons, je vous ai dit, travaillé avec le think tank Elikia, où nous avons un véritable plan qui est opérationnel. Vous savez, la diaspora a beaucoup de compétences. Avec le président d'Elikia, Claude Manguelou, et moi j'en suis le vice-président et porte-parole, nous avons réussi à rassembler plus de 70 compétences de très haut niveau, uniquement de personnes de la diaspora à travers le monde. Japon, Canada, Danemark, Norvège, Afrique du Sud, RDC, etc. Pour travailler sur un livre blanc, un livre programmatique, qui donnerait l'impulsion nécessaire sur le développement sur différents chapitres, plusieurs chapitres, qui couvrent l'éducation, le développement du numérique, la santé, le développement économique, le développement des PME, etc. De tout le tissu économique, ce travail a été réalisé par des gens qui étaient à travers le monde, qui ne se sont jamais vus, et qui ont travaillé collectivement pour arriver à ce résultat-là. Qui n'ont rien demandé, qui ne cherchent pas un poste par-ci ou par-là, qui n'ont rien demandé en termes pécuniaires, qui ont passé des heures et des heures là-dessus. Donc voilà, et c'est cette passion en fait du Congo, et ce savoir-faire et ce savoir-être qui est disponible aujourd'hui, et que moi j'invite vraiment le gouvernement congolais, ça je le dis, j'insiste là-dessus, aux acteurs aujourd'hui congolais, à l'entourage, ceux qui apportent du conseil ou de la matière au président Tshisekedi, servez-vous de la diaspora. Nous sommes présents, nous sommes sur le terrain, nous connaissons les codes, nous avons les réseaux. Vous savez, un certain nombre des gens de la diaspora qui sont issus de grandes écoles françaises, par exemple. Mais je crois qu'il l'a bien compris, puisqu'il l'a fait aux États-Unis, en tout cas une de ses interventions, en invitant ce retour vers la RDC. Pas forcément pour y vivre, mais en tout cas ce retour. Voilà, j'ajouterais même une recommandation. Vous savez, le salon Vivatech aura lieu l'année prochaine. Il y aura à nouveau des startups, j'espère en tout cas qu'il y aura un stand de la RDC. Et j'aimerais bien que le stand de la RDC soit de qualité, valorisé de qualité. Je ne citerai pas le nom de présidents, il y a 2 présidents africains qui se sont présentés à Vivatech. J'aimerais bien que le président de la République vienne au moment de Vivatech, vienne visiter, parce que c'est un symbole qui est important. Le fait de passer sur le salon et rencontrer les start-upers congolais qui sont là. Qui vont contribuer à cela. Et au redynamisme de l'économie. Exactement. Il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que la musique, même si c'est important, bien sûr. Mais il y a également l'avenir à construire avec ces personnes. Aujourd'hui, on ne peut pas s'inscrire, en tout cas, que dans ces disciplines. Exactement. En tout cas, M. Kiteba, juste avant de conclure, j'ai envie de vous envoyer cette petite boutade en vous disant 2020, on en parle ? On pourrait en parler, mais on ne va pas en parler parce que 2020, ce sont les élections municipales et si je comprends bien, vous souhaitez savoir si je vais être candidat
Par exemple. À l'élection pour briguer le mandat de maire de Savigny-le-Temple. Écoutez, je vous invite en septembre et vous aurez la réponse en septembre. Écoutez, je vous remercie et c'est sur ces belles paroles, chers téléspectateurs, que nous allons conclure notre émission Magazine sociopolitique Le Peuple d'abord. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous disons à bientôt.